Merci beaucoup. Alors merci de m'avoir invité. C'est Paul qui m'a... Je ne suis pas du tout spécialiste des immunosuppresseurs dans la grossesse, pas plus que vous, mais ça m'a permis de faire la littérature et c'est hyper intéressant. Donc on va peut-être faire un topo, surtout qu'il est 19h30 et que tout le monde est fatigué. Donc je ne vais pas vous faire un catalogue. J'ai eu la très bonne surprise en faisant la littérature de me rendre compte que les recommandations de l'EULAR dans ARD en 2024 sont extrêmement exhaustives dans qui utiliser quel immunosuppresseur, à quel terme, à quoi on a le droit, à quoi on n'a pas le droit. Donc je ne vais pas vous reprendre ce papier, ça n'a aucun sens. Je vous donne la référence. J'ai tiré quelque chose de ce papier-là, mais vous allez voir au fur et à mesure du topo. Quand on parle de grossesse et d'immunosuppression, bon, c'est des questions que je me suis posées au moment de préparer le topo, on réduit pas, ça ne se réduit pas à la grossesse. Hein. Ça commence par la femme avant la grossesse, se posent les problèmes de fertilité et d'activité de la maladie pour laquelle elle est suivie. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, il faut que la maladie soit contrôlée, tout le monde le sait. Alors, bon, ça marche bien dans la théorie, il n'y a qu'à Faucon. En pratique, ça ne marche pas tout le temps. Les patientes ne sont pas tout le temps du tout contrôlées quand elles tombent enceintes. Et en plus, elles ont le droit de tomber enceintes quand elles ont envie de tomber enceintes. Donc, idéalement, ça se passe avec des immunosuppresseurs qu'on a pu modifier avant la grossesse, avec une activité calme, qui n'ont pas influencé la fertilité de la femme. On a cryopréservé si on veut utiliser de l'endoxan. Bref, tout ça, je crois, dans la réalité, n'est pas tout à fait vrai. Mais donc, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Pendant la grossesse, évidemment, il y a la tératogénicité et les complications obstétricales et aussi les complications hors tératogénicité, mais sur l'impact direct sur le fœtus et son développement. Et après le postpartum, il y a l'allaitement et les conséquences au long cours des traitements sur le nouveau-né. Alors, parce qu'on n'en parle jamais, mais les hommes sont quand même aussi importants. En préparant le topo, bon, c'est un peu réac, hein, mais pour l'instant, il faut aussi un spermatozoïde pour féconder. Et donc, se pose la question, que plein de patients posent d'ailleurs, je suis un homme, je suis sous immunosuppresseur, est-ce que ma femme peut tomber enceinte sans problème? Et donc, on va en parler un peu. Et comme vous le savez tous, évidemment, je ne vous apprends rien. Tous ces paramètres que je viens de brasser de manière extrêmement rapide sont à pondérer au cas par cas. Il n'y a pas probablement une femme comme une autre. Et voilà. Alors, je suis remontée en 88 pour l'état de l'art. Donc, à l'époque, c'était un peu plus facile, dans le sens où il y avait moins d'immunosuppresseurs. Donc, déjà, il y avait moins d'immunosuppresseurs, mais comme vous le savez, il y a 40 ans, les grossesses lupiques, c'était un pronostic extrêmement sévère. Et d'ailleurs, moi, les grands professeurs, on va dire, de grande mature, ont contre-indiqué les grossesses chez les femmes. Bon, j'ai l'honneur d'avoir hérité de la patientèle de Jean-Pierre Clovel, pour ceux qui le connaissent. Et donc, il y a pas mal de femmes qui ont été traumatisées par l'interdiction, mais bon, qui était à l'époque, on n'avait rien, quoi. Hein. Donc, on avait quoi? Les corticoïdes, l'aspirine, chlorambucil, cyclophosphamide et azatioprine. Donc, il y en a quand même des vieux. Et je vous ai mis, c'est juste à titre informatif, le nombre d'articles, en gros, qu'il y avait à ce moment-là. C'est une revue de la littérature qui a été faite par Michel Petry. Sur chaque classe. Donc il y avait très très peu de littérature, sachant que les 3/4 de la littérature, c'est des données animales. Donc il n'y avait même pas de données humaines. En gros, voilà, ils venaient de se rendre compte que chlorambucil et cyclophosphamide, c'est pas une bonne idée pendant la grossesse. Donc ça, on va l'éliminer tout de suite. Vous le savez, on ne va pas en discuter pendant 4 heures. Donc, sel-7, métaux, cyclophosphamide à éliminer avant et évidemment pendant la grossesse. Cyclophosphamide, c'est plutôt pour des questions d'infertilité.
Méthotrexate et Cellcept, c'est plutôt pour le risque tératogène. Attention au cut-off de 4 grammes par mètre carré qui est assez vite atteint dans l'endoxan chez les patients, et donc proposer une cryopréservation avant. Ce qu'on élimine, qu'on ne donne jamais pour l'instant parce qu'on n'a pas encore assez de données, c'est tous les nouveaux trucs. Tous les inhibiteurs de JAK, toutes les nouvelles classes pour lesquelles on n'a pas beaucoup de données encore. Donc je ne peux rien vous dire sur les inhibiteurs de JAK. Comme vous le savez, ce qu'on peut utiliser, donc plaquenil, cortencil, azatioprine, cyclosporine, tacrolimus, vous connaissez. Et on va parler en particulier, parce que j'aime bien ça, des anticorps monoclonaux. Donc ceux-là, on sait qu'on peut les utiliser. Ils ne sont pas tératogènes, ils ont peu d'impact pendant la grossesse. Il y a des trucs intéressants que j'ai redécouverts, enfin qui ont changé en fait dans la littérature, notamment pour les corticoïdes, vu qu'on parlait du test aux corticoïdes pour les PTI de la grossesse. Avant, on tolérait pas mal, jusqu'à 15 mg par jour pour les lupus, au cours de la grossesse. Maintenant, c'est très très restreint, hein. C'est vraiment 5 mg par jour, si possible évidemment, parce qu'il n'y a pas de risque tératogène encore une fois, mais il y a évidemment énormément de risques obstétricaux et maternels, et notamment le diabète, l'ostéoporose chez la mère, la rupture prématurée des membranes, hein, c'est de ça dont on a peur, enfin peur entre guillemets. Mais les corticoïdes, longtemps en forte dose, c'est un grand facteur de risque de prématurité, de rupture prématurée des membranes et des infections materno-fétales. Alors les anti-inflammatoires, il paraît qu'on a le droit jusqu'à la 28e semaine, donc moi je l'ai appris. Mais bon, on en prescrit, je crois que dans l'Assemblée, que ce soit néphrologue, interniste ou hématologue, personne ne prescrit d'AINS. Je ne sais pas s'il y a des rhumatos, mais en tout cas on a le droit jusqu'à la 28e semaine. Alors, je veux un petit mot, parce que la littérature est un peu difficile, parce que comme c'est des grossesses, c'est souvent des séries rétrospectives, c'est évidemment jamais très bien fait. Mais en gros, c'est une étude japonaise que j'avais trouvée intéressante, qui traitait de patientes qui tombaient enceintes sous tacrolimus. Donc il y avait comparé à des patientes enceintes sans tacrolimus. Et en fait, les deux choses dont on a le plus peur, c'est-à-dire l'hypertension artérielle pendant la grossesse, il n'y a pas de différence sous tacrolimus. Et l'autre chose, c'est ce que Nathalie a appelé les APO, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les APO, c'est les adverses obstétricales, je ne sais plus quoi, c'est quoi le P Pregnancy, voilà, pregnancy event. Et donc, il n'y en a pas plus sous tacrolimus. Donc, c'est une donnée assez rassurante. Je n'ai pas refait la cyclo, parce que la cyclo, on a l'habitude, mais sachez que le tacro est aussi une option. Pour l'azatioprine, je n'ai pas refait non plus, parce que ça, on a aussi l'habitude de le prescrire. Juste un papier qui m'avait semblé intéressant, c'est que l'azatioprine a, comme vous le savez, 2 métabolites. Et en fait, il y a celui-là, là, le 6... MMNP, qui a l'air intéressant parce que pendant la grossesse, il augmente au premier et au deuxième trimestre. Donc peut-être qu'il peut être intéressant de le doser pendant la grossesse pour être sûr qu'on ne surdose pas les patientes en azatioprine. Et accessoirement, ça peut être utile pour l'observance. Donc ensuite, il est quelle heure? J'ai le temps? Oui. Ah oui, j'ai le temps. Donc les anticorps monoclonaux, puisque ça nous a pas mal intéressés, et notamment dans le PTT, parce que je suis pas mal dans la thématique PTT avec le CNR-MAT, et on a souvent recours au rituximab, et c'est toujours les questions de ritux pendant la grossesse, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas. Donc en fait, pour les anticorps monoclonaux, donc ce qui est intéressant, c'est des données murines assez anciennes, de la même équipe, hein, un JXMed et un PNAS, qui montre, et ça je savais pas, bon après les femmes ne sont pas des souris, mais bon, disons que par extrapolation, peut-être que c'est vrai, la lymphopoïèse B est très inhibée pendant la grossesse, chez les souris. Et l'autre chose, c'est que cette lymphopoïèse B est inhibée, apparemment ça passe par les œstrogènes, c'est œstrogène dépendant,
Et ça ne touche, c'est électif au lymphocyte B, ça ne touche pas les lignées myéloïdes. Et c'est à un stade précis de l'ontogenèse lymphocytaire B, puisque c'est les précurseurs qui sont uniquement IL-7 dépendants. Donc tout ça pour dire qu'en fait, déjà, la femme enceinte n'a pas un système immunitaire, si on extrapole évidemment, en ce qui concerne le compartiment humoral, qui est tout à fait normal. Enfin, normal, superposable à... Et alors, on en a un peu parlé avant, un des récepteurs aux IgG est appelé le récepteur néonatal du fragment FC. Pourquoi il est appelé récepteur néonatal? Pour la simple et bonne raison qu'il a été décrit dans le syncytio-trophoblaste et qu'il a été assez rapidement compris qu'il était responsable du transfert des anticorps de la mère à l'enfant. Alors, ce qui est intéressant dans le FcRn, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout électif au placenta. Il est quasi ubiquitaire, puisqu'il est présent sur les cellules endothéliales, épithéliales et hématopoïétiques. Et ce qui le différencie des autres récepteurs OFC, déjà, c'est qu'il ne reconnaît que le FC des IgG, pas les autres isotypes. Et deuxièmement, c'est qu'il agit, il se lie aux IgG à pH acide. Ce qui explique qu'il a une forte affinité dans le placenta, et ce qui explique que dans la vraie vie, ce n'est pas l'unique récepteur FC aux IgG, mais il contribue au recyclage des IgG, ce qui permet aux IgG d'avoir une demi-vie de 21 jours et pas de moins d'une semaine comme les autres isotypes, puisqu'en fait les IgG sont recyclés. Comme vous le savez maintenant, on en a parlé, il y a maintenant des inhibiteurs du FcRn qui servent à justement bloquer le FcRn pour permettre la dégradation plus rapide des auto-anticorps. Donc ce qu'on sait aussi, et ça a été démontré en injectant chez des lapines enceintes des IgG marqués à l'iode, c'est que le transfert des anticorps maternels, il commence dès 13 semaines d'aménorrhée, et ensuite il va crescendo. Et je crois que c'est Julien Zuber qui a dit tout à l'heure, à juste titre, qu'à 36 semaines, on avait 120% des IgG maternels chez le fœtus. Ce qui passe très bien, c'est l'IgG1. Ce qui passe le moins bien, c'est l'IgG2, parce que la biologie ou l'éternel, en fonction, a bien fait les choses. Et effectivement, les IgG2 sont des IgG extrêmement carbohydratés, et donc ils reconnaissent les sucres et donc le système ABO, raison pour laquelle les IgG2 passent beaucoup moins la barrière placentaire. En revanche, la plupart de nos anticorps monoclonaux sont des IgG1. Donc théoriquement, ils devraient passer à partir de au moins 22 semaines d'aménorrhée. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on sait? Il n'y a pas beaucoup de littérature vraie sur ce sujet. Toutes les études sont des études rétrospectives, pas très bien faites, où les données sont en bulk. Donc il y a une étude qui m'a que j'ai trouvée très intéressante, qui a été menée chez le macaque. Alors le macaque, il est intéressant parce qu'il a un FcRn, et donc il est exactement comme l'humain. Il a exactement les mêmes attributs, on va dire. Et ils ont fait 3 groupes de macaques enceintes, et pendant les grossesses, il y a un groupe qui n'a pas été traité, un groupe qui a été traité par des faibles doses d'ofatumumab, donc un anti-CD20 humanisé, et un groupe qui a été traité par des très grosses doses d'OFA. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui ont été traités par ofatumumab, chez les femmes, à partir du 48e jour de gestation, on ne détecte plus les lymphocytes B. Ensuite, toujours chez les femmes, à partir de l'allaitement, à 3 mois postpartum, on ne détecte pas de lymphocytes B chez celles qui ont eu de l'OFA à forte dose. Alors que celles qui ont eu de l'OFA à faible dose, elles ont reconstitué les lymphocytes B. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à 3 mois, non, à plus de 3 mois, pardon, à 6 mois, elles ont toutes les mêmes taux de lymphocytes B, mais bon, ça, on le savait.
Et ce qui est intéressant surtout, c'est que chez les enfants, en fait, il y a une lymphodéplétion lymphocytaire B uniquement dans le groupe OFA high dose jusqu'à 3 mois, et ensuite, il rejoint à 6 mois les mêmes taux, il rejoint les mêmes taux que les autres patients. Donc il y a une lymphodéplétion B néonatale qui est néanmoins transitoire. Évidemment, on n'a pas d'études du répertoire lymphocytaire B, etc. Donc je ne peux pas vous dire qualitativement si c'est la même chose, mais en tout cas quantitativement, ça a l'air d'être la même chose. Il y a quelques papiers qui sont très rares, mais qui sont prospectifs. Et donc, comme dans ce papier, par exemple, où il y avait 3 groupes de patientes qui étaient exposées plus ou moins longtemps avant la grossesse par rituximab, ils n'ont pas remarqué de lymphodéplétion B chez les nouveau-nés, pas d'infection et une thrombopénie transitoire. Une seule. Donc je ne sais pas très bien quoi en penser, c'est pas très facile. Surtout que Régis nous a dit que l'éculizumab, il était indosable dans les au centre cordon, etc. Donc ça me semble pas si évident que ça de dire que les monoclonaux passent, sont très délétères pour l'enfant, etc. Mais encore une fois, les données sont insuffisantes. Et ça, c'est pareil, c'est prospectif allemand chez les neurologues. Donc ça, c'est très, très, très bien fait. Où il y a 49 patients traités majoritairement par ocrelizumab, donc ce qu'on utilise dans la CEP. Et en fait, ils ne remarquent pas de lymphodéplétion chez les B chez les nouveau-nés. Donc, ça reste une question ouverte. Je ne sais pas si on peut conclure. En tout cas, quand on discute d'une femme enceinte, ça serait dommage d'empêcher la thérapie monoclonale si le pronostic vital est engagé, évidemment. Hein, mais ça, je pense que personne ne le fait. Les anti-TNF-alpha, on a un recul très particulier parce que ça a été très très bien étudié. Et en fait, on sait qu'il n'y a pas de risque avec les anti-TNF-alpha. Aucun, chez l'enfant. Ni des infections, ni quand il naît, ni plus tard, ni... Et en plus, il faut dire que pour les anti-TNF-alpha, il y a une forme adaptée à la grossesse qui n'a pas de FC et qui est pégylée. Donc pour le coup, maintenant, c'est celle-là qu'on utilise, le certolizumab, dont Nathalie vous a parlé. Mais même avec les anciens anti-TNF-alpha, il n'y avait pas de... Il n'y a pas eu de signal sur... donc on n'arrête pas les anti-TNF-alpha pendant la grossesse. Et donc les hommes, alors il y a 2 études super intéressantes. Une étude de registre norvégienne, où là, il n'y a que les Norvégiens qui peuvent faire ça. Il y a 2463 hommes transplantés qui ont été comparés à 250 000 naissances dans la population générale. Et il n'y a pas de différence en termes de prééclampsie, de malformation, de prématurité ou de RCIU. Et ils ont fait même plus fort que ça, puisqu'ils ont pris les patients transplantés qui ont eu des enfants avant transplant et après transplant. Et en fait, ce qui émerge, c'est qu'ils ont que la mère a un risque de prééclampsie. Dans ce cas-là. Alors c'est une question ouverte. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Pareil, gros recul pour les anti-TNF-alpha chez les hommes. Donc en gros, on peut rassurer les hommes qui sont sous immunosuppresseurs sur la possibilité de concevoir sans arrière-pensée, peut-être un petit signal pour ceux qui sont, transplantés, au moins faire attention, enfin prééclampsie, mais je ne sais pas très bien, j'arrive pas à avoir le lien direct. Voilà, en pratique, évidemment, je crois qu'il n'y a pas une situation qui se ressemble. Il y a les situations faciles où la maladie est super bien contrôlée, il ne se passe rien. La patiente est déjà sous traitement optimal pour la grossesse et c'est très bien. Il y a l'autre extrême où la patiente est... le pronostic vital de la mère est engagé et je pense que là, on ne peut pas reprocher d'utiliser n'importe quelle thérapeutique qui puisse sauver la mère. Et après, il y a tout le milieu, qui est le cas le plus fréquent, ou qui est au cas par cas avec les données qu'on a
de la littérature. Et je vous remercie pour votre attention.